Et bonjour à tous, nous nous connectons pour un Zoom Talk, un nouveau Zoom Talk. J'espère que vous allez bien cette période de confinement, semi-confinement, certains l'appellent comme ça. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Le dernier Zoom Talk, c'était en mars, début mars, avec Estelle Lefebvre. Et depuis, on a laissé les créneaux des Zooms pour les points infos, qui étaient quand même plus qu'importants cette période. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vais me connecter sur Facebook pour voir si le live est bien parti. Je vois que oui. N'hésitez pas à me faire déjà vos premiers retours. Je vais mettre la page en grand. Hop. Voilà, moi je crois que le Zoom est bien parti. Donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour les premiers qui seront là. On est déjà, ouais, je vois déjà, on est 50. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Et donc pour ce nouveau Zoom Talk, aujourd'hui, on va accueillir Isabelle Jaravel du studio Égérie Photographie. Alors, je repasse sur Zoom, excusez-moi, la technique, c'est toujours le plus difficile pour moi. Et on va accueillir Isabelle. Hop, tu peux remettre le son ou je te le remets. Salut Isabelle, tu m'entends? Salut Delphine. Oui, je t'entends bien. Bon, super. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Parce que je t'entends un petit peu loin, donc je ne sais pas si c'est depuis que je suis passée en direct. Vous entendez bien? Reparle un petit peu. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors moi, je t'entends super loin, je ne sais pas pourquoi. Alors tout à l'heure, en off, je Tout t'entendais à l'heure, on bien. s'entendait bien, ouais. Alors attends, c'est mon écouteur, je crois. Oh, reparle là. Est-ce que tout le monde va bien? Ah, bah, ça va mieux là. Écoute, nickel. Tant C'est mieux, là, toi je la bonne t'entends oreille. super bien. Donc je pense qu'il y a des pouces, très bien. Tout le monde dit très très bien, bah, super. Eh bien, tant mieux. Alors, on a donc Isabelle Jaravel avec nous aujourd'hui qui va nous parler d'un sujet. Je pense qu'on est tous concernés à un moment de sa vie, de près ou de loin, globalement ou sur certains projets, etc. C'est le syndrome de l'imposteur. Donc, Isabelle, elle va nous parler comment surtout, j'adore ton titre, transformer le syndrome de l'imposteur en super pouvoir. Donc, du coup, tu vas nous raconter comment, surtout avec ton expérience, toi qui es une grande photographe, je vais te laisser te présenter, mais qui exerce depuis des années, qui a un studio en plein cœur de Lyon, comment ce syndrome, il te touche tout autant que tous les artistes que nous sommes, et comment tu as réussi à le transformer pour que ça soit une force pour ton studio, tes clients, tes projets perso ou professionnels et toi-même. Voilà, donc je te laisse attaquer. Je vais partager parce qu'elle nous a préparé un super diapo en plus. Je vais commencer à partager ton diapo. À toi de parler, je te laisse parler. Yes, et ben, donc moi je suis Isabelle Jaravel. J'ai un studio sur Lyon. Moi, j'ai toujours baigné un petit peu dans le domaine de l'image, donc aussi longtemps que je me souvienne, en école primaire, j'étais déjà dans le club photo de l'école primaire, et puis j'ai fait mes études, j'ai articulé mes études autour de ça, donc j'ai fait un bac L, option art plastique. Ensuite, j'ai fait un BTS en communication visuelle où j'ai appris le graphisme, l'édition, la publicité. Et après mon BTS, je suis partie en faculté d'art plastique où je pensais passer juste un an. Et finalement, euh, c'est là où j'ai poussé un petit peu plus en photo. J'ai été poussée par mes professeurs. J'ai eu mes premières expositions parce qu'ils m'ont poussé à montrer mon travail. Donc, je suis rentrée en galerie, j'avais 25 ans. J'ai eu des expositions sympas dans des lieux voilà, comme le Palais des Congrès à Lyon ou les rencontres de la photographie d'Arles. Et finalement, j'ai fait un double master dans cette faculté d'art plat, un en photo et puis un autre en édition d'art. Okay. Et à la sortie de ce master-là, j'ai créé le studio Égérie Photographie, donc c'était en 2010, donc en auto-entreprise, dans un petit appartement, dernière allée au fond d'une cour intérieure, dans un arrondissement pas très glam de Lyon, vraiment à côté de la cité. Et en 2012, j'ai rencontré donc le GNPP à l'époque, la FFPI maintenant, qui m'a vraiment aidé dans le développement de mon activité photographique, du studio, qui m'a reconnecté aussi au côté créatif parce que la fac me manquait dans les sujets qu'elle pouvait lancer. Enfin voilà, on avait des sujets régulièrement qui nous poussaient à aller chercher au niveau de la créativité des choses un peu sympas. Et le fait de découvrir les concours, qui notamment liés à la FFPMI, m'ont boosté enfin, ça a été une vraie révélation et ça m'a boosté à pousser ma créativité.
En 2015, je suis passée en SARL Mhm. parce que j'ai atteint les plafonds de l'auto-entreprise. Et en 2017, j'ai déménagé de mon petit appartement dernière allée au fond de la cour dans un local de 80 mètres carrés dans lequel je suis actuellement dans un des arrondissements les plus prestigieux de Lyon. D'accord, donc 2017, 4-5 ans maintenant. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et tu parlais des concours, et c'est vrai que tu as été, je ne l'ai pas précisé en t'introduisant, mais tu as été quand même primée et médaillée à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que les concours, c'est aussi, par rapport à ce syndrome de l'imposteur, un gros coup de pied aux fesses quand on commence pour se confronter un petit peu à son niveau et aux autres. Et ça fait du bien. Je ne sais pas si tu en parleras à un moment donné dans tes exemples, mais c'est bien Ouais, d'en parler là. j'en parle un peu. Ok, ben, est-ce que je lance le premier diapo? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, attends, où est-ce que c'est? Ben, je te laisse commencer. Je le mets dès que tu es parti. Bon, bah, je voulais parler, moi, de syndrome de l'imposteur parce que j'avais envie de casser un mythe. J'avais envie de dire, même les super-héros, ils ont leurs moments de doute. Et ben concrètement, ça veut dire quoi? Que même le photographe que vous admirez le plus, dont vous adorez le travail, il connaît en fait ce sentiment, celui de ne pas se sentir légitime. On l'entend souvent, je l'entends même parfois de photographes que dont moi-même j'adore le travail. Tout ça pour dire que j'aime pas le mot, mais c'est normal en fait. Voilà, vous n'êtes pas seul. C'est ça que je voulais faire passer comme message. Donc, qu'on ait commencé l'année dernière ou qu'on ait plus de 10 ans de studio, c'est normal. Ce sentiment, c'est vraiment quelque chose de familier, je pense, à la majorité des photographes, même les plus primés. Donc, je vais parler de mon expérience parce que je ne veux pas parler à la place des autres. Donc, moi, j'ai plus de 10 ans de studio derrière moi. J'ai beau avoir été primée X fois et avoir été sélectionnée 2 fois pour la Coupe du Monde de la photographie. Bah, ça m'arrive souvent de ne pas me sentir légitime. Comme par exemple quand je suis sollicitée par la FFPMI pour faire un talk. Voilà, mais plus sérieusement, en fait, au lieu de se laisser submerger par ce sentiment, on va s'en servir comme moteur, en fait, pour nous pousser à nous perfectionner. C'est comme ça que ça va devenir une force, un super pouvoir, puisqu'on va le transformer en quelque chose de positif. Le photographe qui est sûr de lui, qui aime tout ce qu'il fait, qui pense qu'il a besoin d'apprendre de personne, bref, qui ne se remet jamais en question, c'est pas bon signe. C'est Je vais clair. vraiment déculpabiliser en fait tous ceux qui ont cette sensation à un moment donné, parce que ce qui est important, c'est ce que vous en faites. Et je voudrais que chaque photographe a un moment où il se sent en position en fait comme ça d'imposteur ou d'illégitimité, et le déclic de se dire ok, ça peut me servir en fait de tremplin pour me dépasser. Parce que le but, c'est de ne pas rester paralysé dans cet état. On connaît tous, hein, voilà, l'artiste torturé qui s'autoflagelle, mais non, mais je suis trop nulle, mes photos sont pourries, enfin, voilà. Le pire du pire, en fait, c'est de le transmettre au client, que le client ressente ce manque de confiance, Si vous montrez au client que vous n'êtes pas sûr de vous, ou que vous n'êtes pas satisfait, vous allez paniquer. Mettez-vous à sa place. Vous avez besoin d'un professionnel dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Le gars en face, il paraît hésitant. Vous allez avoir envie de prendre vos jambes à votre cou. Et finalement, le gars, même s'il fait un bon taf, vous allez avoir une mauvaise impression parce que comme il n'était pas sûr de lui, finalement, c'était peut-être un coup de chance. Donc, Ouais, c'est clair, ça se ressent. ouais, et si on ne se fait pas nous-mêmes confiance, pourquoi le client le ferait? J'ai envie de dire, c'est comme quand vous passez le permis de conduire. Quand vous êtes flippé comme ça, au volant de votre voiture, vous avez l'examinateur à côté que vous devez convaincre et en fait, il doit sentir que vous savez exactement ce que vous faites et que vous êtes à votre place pour que vous puissiez mériter votre permis. Et bien, devant le client, c'est pareil. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, il faut faire le show parce qu'il n'a pas envie ni le besoin en fait, de se prendre vos doutes en pleine tête et surtout parce que généralement, ce qui nous tourmente, nous, les problématiques techniques ou les trucs comme ça, lui, ça n'a Il n'en aucun sait rien. sens pour lui et il ne le verra même pas. La Et plupart du temps, il ne le voit pas. c'est clair. Et pour revenir à l'exemple de ton permis, je trouve ça hyper pertinent sur ces exemples-là. Le jour de son permis, si on est vraiment paniqué, stressé, mais qu'on conduit bien, peut-être qu'on n'aura pas son permis à la moindre petite erreur. Alors que si on est plutôt en mode
ben, il ne faut pas être en over-confiance non plus. Voilà, si on est sûr de soi, qu'on passe le permis sereinement, même si on fait une erreur et limite qu'on le dit oralement, ah ben mince, j'ai loupé ça, etc. Peut-être qu'on aura notre permis parce que l'examinateur il va trouver qu'on a assuré, même en cas de petit échec, on a su retrouver le cap et en avoir conscience. Et voilà, donc c'est clair que ça se joue beaucoup sur comment on va se laisser immerger par nos doutes face à notre client, face à une situation. Exactement. On peut passer à la slide 2, si tu veux Yes. bien. Alors, tac, hop. Moi, je ne veux pas laisser les slides tout le temps parce que je trouve que c'est plus sympa de te voir parler. L'expérience client. Alors, comment acquérir de l'assurance quand justement on se sent un peu perdu pour ne pas transmettre à son client son manque de confiance, ou ne serait-ce que de ressentir plein fouet ce sentiment qui est clairement pas très agréable. Dites-vous que même si vous n'êtes pas le meilleur photographe du monde, ni le meilleur technicien ou le meilleur créatif, vous avez été choisi par la personne que vous avez en face de vous et vous avez le pouvoir de lui faire vivre une expérience incroyable. Et cette expérience, c'est votre expérience photographique. Faites de votre mieux déjà. Déjà, humainement parlant, c'est le moment de vous oublier un petit peu, d'oublier ce que vous ressentez pour vous concentrer sur votre client et sur ce que lui, il est venu chercher. On a tous des niveaux de photographie différents. On maîtrise des choses plus facilement que d'autres, mais on a tous la faculté en fait, de faire vivre une expérience unique à nos clients. Et ça, indépendamment du nombre d'années qu'on a passé à exercer. Et au final, je vais vous dire, c'est ce qui compte le plus. C'est le souvenir de l'expérience globale que le client va vivre avec vous, qui va retenir et surtout qui va projeter en fait sur vos images. Le souvenir de la séance photo, il aura les photos pour se le remémorer, mais le moment. Quand je parle de moment, je ne parle pas juste de la séance photo. C'est tout. C'est pour ça que je parle d'expérience client, c'est parce que c'est un tout. Tout ce qui va se passer du premier échange jusqu'à la livraison des images qui va faire la différence. L'expérience client, elle commence dès le premier contact. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à pas conseiller, à conseiller en tout cas les prises de rendez-vous par téléphone. Parce que dès le premier échange que vous avez avec votre client, il doit se passer quelque chose. Il y a un lien qui doit commencer à se tisser. En tout cas, il doit avoir tout votre intérêt. On n'est pas des vendeurs de papier. Quelqu'un qui va vous demander combien ça coûte, il ne faut pas juste lui balancer un prix. Il y aura toujours moins cher, il y aura toujours plus cher. Moi, je nous vois comme des raconteurs d'histoires, des créateurs d'émotions. Pourquoi attendre la séance photo pour créer l'émotion ou pour tisser un lien? En tout cas, il y a plus de choses qui peuvent se passer en direct par téléphone que via un agenda en ligne. Ah, c'est clair, ça c'est un super conseil que je transmets régulièrement aussi, c'est prenez le téléphone, que ce soit pour du corpo, du mariage ou une séance photo externe. Par la voix déjà, il se passe des choses et c'est le moment de se rendre compte pour le client ou pour soi, si on match, s'il y a un match. Et vous allez faire déjà la différence par rapport à un email et tous ceux qui resteront au stade de l'email. Et effectivement, l'expérience, je suis d'accord 100% avec toi, elle commence dès le premier coup de téléphone qu'on passe à ses clients, quoi. C'est ça, et si on prend une anecdote hors photographique, est-ce que vous n'avez jamais été sensible à la manière dont vous avez été reçu dans un restaurant? Bon, à la lointaine époque où on pouvait se retrouver dans un établissement où on sert des repas, mais moyennant un paiement. Mais un repas excellent qui va être servi par quelqu'un qui n'est pas attentif ou qui a l'air débordé, il ne va pas avoir la même saveur qu'un plat tout simple qui, lui, va être apporté avec le sourire et une attention particulière pour anticiper les besoins, s'il manque de l'eau sur la table ou s'il manque du pain. C'est clair. C'est pour ça que moi, je ne suis pas partisane des rendez-vous en ligne parce que quand vous mettez à disposition des créneaux horaires sur votre site, vous ne créez pas de lien avec la personne qui est derrière et vous ne profitez pas de ce prétexte-là pour commencer à connaître votre client. J'ai beaucoup de familles et de portraits de femmes seules qui viennent souvent pour faire des séances que j'appelle moi glamour, où on fait selon la demande, du sous-vêtement, du nu caché, peu importe. La jeune femme, plus ou moins jeune d'ailleurs, qui vient réaliser des photos glam, j'ai besoin qu'elle me raconte pourquoi elle fait cette démarche-là. Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Pour savoir, moi,
qu'est-ce que je dois mettre en lumière? Si je ne la connais pas et si je n'écoute pas ses besoins, j'ai une chance sur deux de me planter. Ah, c'est clair. Du coup, il y a une question d'Arnaud Desru, si je prononce bien, qui demande du coup pas de calendrier en ligne et pas d'automatisation chez toi. Alors, très peu de... Alors, des automatisations, oui, il y en a, parce que j'ai un certain process, mais dans le premier contact, si j'ai une demande de contact via mon site internet par mail, je vais sur mon formulaire de contact, je demande le numéro de téléphone et je vais privilégier un appel téléphonique pour répondre à la demande. Mhm. Et au niveau des agendas en ligne, je crois que je l'ai fait une fois pour expérimenter des mini-séances à Noël. Donc, Ouais. ça va être quelque chose de ponctuel qui répond à une demande spécifique. Ouais, où tu as moins besoin finalement de connaître le De projet, connaître. puisque le projet suit à son sens avec les séances à thème, quoi. Mm. Ok. Voilà, parce que finalement, à l'heure actuelle, où la photo, elle s'est tellement démocratisée qu'on a tous un appareil photo dans notre poche, ou un tonton ou une cousine qui a un super bon appareil photo, qu'est-ce qui va nous différencier par rapport à tonton Michel? Alors, outre le fait qu'on peut mieux savoir se servir de l'appareil photo, quoique c'est pas toujours le cas, c'est vrai qu'il y a des amateurs qui ont livre de chevet, la notice de leur boîtier, et parfois ils sont meilleurs que nous. Mais Mhm. outre le côté technique, qu'est-ce qui nous différencie de quelqu'un qui appuie juste sur le bouton? Bah, c'est Ah, le c'est rapport clair. à l'autre. Mm. C'est le rapport à l'autre qui va nous différencier parce qu'on va être en capacité d'identifier ce que notre client vient chercher. C'est notre capacité à vraiment les écouter, c'est-à-dire être en écoute active. J'insiste sur le point parce que souvent on a l'impression d'écouter, mais on n'écoute pas vraiment. On écoute sans écouter, on écoute en réfléchissant à autre chose, on entend, mais on n'écoute pas vraiment. Et les moments où vous êtes en contact en fait avec le client, il faut complètement s'oublier et oublier les petits soucis, les interrogations techniques, sur quelle lumière je vais partir, qu'est-ce que je vais utiliser, tout ça on s'en fout. Ce qui compte au moment des échanges avec vos clients, c'est qui ils sont et qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Et cette écoute, elle fait partie de votre expertise et l'expérience client va vraiment en grande partie reposer sur cette capacité-là. Ouais, c'est clair. Quand on photographie des familles, des femmes, des couples, des enfants, peu importe, c'est de l'humain. Il faut savoir le gérer. Ce sont des personnes comme vous et moi qui amènent avec eux tout ce qui les préoccupe. S'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont quelque chose à transmettre. Alors parfois, ils n'en ont pas toujours conscience. Il faut les aider et les amener à savoir ce qu'ils viennent chercher ou ce qu'ils veulent raconter à travers nous. Ça fait partie du job. Quand un pro, par exemple, vient vous voir, il ne veut pas une photo d'identité. S'il est indépendant, c'est le visage de son entreprise. Je trouve ça toujours un peu surprenant quand un pro, c'est pas forcément ce qu'il veut qu'on retienne de lui ou quel message il veut transmettre. Mais souvent, si on lui pose pas la question, il se l'est pas posé lui-même. Et c'est ça aussi connaître son client. Mm. C'est l'aider à se poser les bonnes questions. Ah, c'est clair, l'accompagnement, il doit être partout, que ce soit auprès des pros, auprès des particuliers. Et ce que tu dis, c'est important, quoi. Le pro qu'on vient photographier, si on ne sait pas ce qu'il recherche, comment on peut réussir notre travail, même le résultat final. Si on ne Mm. connaît pas son besoin, le message qu'il a envie de faire passer par ses photos, et si on n'est pas, nous, à lui poser les questions, s'il n'a pas son projet qui est complètement écrit pour lui, qui est clair pour lui, c'est ça notre force, c'est d'accompagner, parce que le client, lui, il veut des photos, mais il ne sait pas forcément où aller, quoi. Même le pro. Et souvent, parce que moi, je travaille beaucoup avec les pros, Ouais. et la majorité du temps, ils veulent des photos. Et quand je leur demande, mais alors c'est pourquoi de la refonte de site? Et du coup, c'est quoi vos valeurs? Alors bon, les valeurs, ça va, ils y arrivent. Et les besoins et votre site, il va être comment? Ben, finalement, je me retrouve à leur faire limite toute la communication globale de leur entreprise, parce qu'ils ne se sont pas posé les questions. Et c'est ça qui fait notre force. C'est clair. Ben, impeccable. On passe Point au numéro 3. numéro 3. Hop. Après, il y a je pense qu'il va y avoir des va-et-vient avec le prochain diapo. Donc après, on n'hésitera pas à refaire Ouais. un petit retour en arrière si besoin, etc. Donc, se challenger. Alors, une fois que vous avez des échanges que je vous souhaite vraiment riches et profonds avec vos clients, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas juste l'oublier. Ce n'est pas juste de la curiosité, poser des questions à ses clients, apprendre à les connaître. C'est la matière, en fait, pour commencer votre tableau.
Alors moi, j'ai tendance à imaginer mes photos comme des tableaux. Dans la démarche, hein, je ne suis pas en train de dire que je suis une artiste, mais les échanges, les infos que j'ai de mes clients, c'est ma base pour commencer à travailler. C'est le tracé du dessin avant que j'y mette la peinture. Après, j'essaie de faire des formes géométriques avec mes sujets, et on va dire que les pigments, c'est le stylisme. Donc pendant la séance, faut continuer à accompagner son client et l'ensemble de sa famille, si on part sur une famille, et accorder autant d'importance en fait à chacun d'entre eux, même celui qui a traîné les pieds pour venir. Donc souvent, ça va être l'ado qui est mal dans sa peau, qui aurait préféré rester devant la télé, ou l'enfant en bas âge, qui a 2 ans, qui court partout, qui touche à tout et qui est en train de monter sur votre canapé avec les chaussures. Je vais même dire qu'il faut s'intéresser encore plus à celui qu'on aurait tendance à mettre de côté parce qu'il fait un peu la gueule et que c'est pas agréable et que ça a tendance à gâcher, entre guillemets, la photo. Et comment tu fais concrètement tout ça? Est-ce que tu as des exemples? Parce que comme tu parlais que tu avais un accompagnement poussé, j'imagine qu'avant même la séance, tu sais si papa il n'aime pas les photos ou si l'enfant il est plus difficile le matin ou l'après-midi. Donc du coup, tu te sers de la préparation déjà que tu as eue en amont de séance. Et comment tu fais concrètement quand tu as voilà, un enfant qui ne veut pas ou un papa qui a vraiment fait ça pour faire plaisir à sa femme et ça se voit? La préparation, effectivement, elle va m'aider à anticiper ce genre de réaction. Après, généralement, on voit assez vite à l'accueil quand voilà, on pose 2-3 questions pour savoir quelle tenue vous avez amenée, etc. On voit si ouais, l'ado il est complètement à part et que voilà, en fait, il faut rester Dans l'observation? dans l'observation. Et moi, j'envoie en fait un questionnaire après la réservation. Donc, au téléphone, on fixe ensemble une date, un horaire de rendez-vous. Et après, j'envoie un questionnaire. Donc, il y a des gens qui remplissent bien le questionnaire. Il n'y a pas besoin de les relancer. Des fois, j'ai des gros pavés. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de matières. Et l'ado qui est là et qui traîne les pieds, j'aurais demandé en fait dans mon questionnaire en fait, c'est quoi ses passions, il s'intéresse à quoi. Donc du coup pendant la séance, lui qui est là et qui pense qu'il va se faire chier, eh ben, je vais lui parler de ce qui l'intéresse. Je vais lui poser des questions dessus. Donc ça va me permettre de me connecter à lui, alors qu'il est plutôt venu là en traînant les pieds. D'accord, ouais. Donc finalement, voilà, c'est ton travail en amont et l'accompagnement que tu as déjà fait avant, c'est une force pour en tout cas des solutions ou des astuces pour la séance, quoi. Oui, Tu c'est peux ça aller le puiser challenge dedans. social. C'est de se dire, de réussir à se connecter à la personne qui nous pose le plus de difficultés. Le papa qui a été traîné par sa femme pour la séance photo, qui aurait préféré rester à la maison, et qui montre clairement qu'il n'a pas envie d'être là et qu'il n'en voit pas l'intérêt, bah, ça va demander de l'énergie, de l'attention et sûrement un peu d'humour pour le switcher en fait dans un état d'esprit positif. Ouais. Pour qu'il reparte en se disant ouais, c'est cool finalement, je suis contente d'être venue. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? S'il n'a pas envie d'être là, ça va se voir sur les photos. Si vous faites rien pour vous intéresser à lui ou lui faire passer un bon moment, bah finalement, vous lui donnez raison de faire la gueule. Il aurait mieux fait de rester tranquille chez lui. Ouais, c'est clair. Et puis finalement, c'est aussi l'impact par la suite, si on pense aux stratégies business. Si le papa il s'est ennuyé, qu'en plus il ne s'aime pas parce qu'on n'a pas réussi à le mettre à l'aise, etc. Si c'est le papa qui, en plus de ça, qui a le portefeuille le plus important dans la maison, bah, du coup, il n'y aura pas beaucoup de ventes derrière. Ouais, il faut vraiment, c'est tout un tout, quoi. C'est là l'intérêt de prendre son téléphone et bah, si le questionnaire il n'est pas bien, il n'est pas rempli comme je veux ou j'ai pas les informations nécessaires, bah, justement pour me connecter à mon client en cas de sentiment un peu réfractaire comme ça. Et ben voilà, on passe un coup de fil et puis il y a beaucoup plus de choses en fait qui passent par les gens se livrent parfois plus, enfin ceux qui se livrent pas par écrit vont plus facilement se livrer par téléphone et inversement. Il ne faut peut-être pas forcément systématiser un questionnaire par téléphone, mais en tout cas, il faut poser des questions à un moment donné pour avoir de la matière pour pouvoir rebondir. D'accord. Ah, mais c'est parfait. Il y a le challenge, donc ce que j'appelle le challenge social, donc se connecter à celui qui nous pose le plus de difficultés. Il y a le challenge photographique. Parce qu'on a tous, bien sûr, un process dans lequel on rentre quand on fait une séance photo. Mais il ne faut pas s'arrêter à la routine. Il faut se fixer des objectifs et essayer de proposer en tout cas des choses nouvelles. Donc, il y a d'un côté les photos qu'on sait faire, celles qu'on va faire pour nos clients, et puis il y a celles qu'on va kiffer. Moi, par exemple, je sais que
le plus souvent possible, j'essaie de faire une photo un peu différente où je vais mettre en avant peut-être un truc que mon client, il n'aime pas. Donc, ça va être… souvent, j'ai des femmes qui me disent, moi, j'aime pas mon profil. Je vais quand même faire une photo de profil. Ou les ados avec leur appareil dentaire. Je vais faire une D'accord. photo pour moi, en fait. Une photo qui va me faire vibrer. Alors, ça m'arrive souvent que mes clients me disent je trouve ça bizarre, mais j'assume tout à fait de faire des choses que mes clients trouvent bizarres parce que ça les sort de leur zone de confort ou de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ça me fait encore plus kiffer quand, au moment de la découverte de leurs photos, et je l'entends très souvent, ça. Alors, sur le coup, j'étais franchement pas convaincue, mais bizarrement, Finalement, ça sort bien. Je ne m'attendais pas à ça. je ne m'attendais pas à ça et ça fait partie de mes photos préférées. Parce qu'il faut être à l'écoute. Mais il faut savoir aussi leur apporter quelque chose de nouveau, une autre vision. Donc moi, systématiquement, même quand je place quelqu'un de profil et qui me dit « Ah ouais, mais non, j'aime pas mon profil », c'est pas grave, ça engage à rien. De toute façon, vous achetez que les photos qui vous plaisent. Si elles vous plaisent pas, vous l'achetez pas. Mais vous pouvez être surprise. Voilà, donc on continue. Est-ce qu'on avance en confiance ou pas? Et souvent, c'est des bonnes surprises. Ouais, c'est clair. Eh bien, parfait. Hop, Voilà. je passe sur le suivant. Si vous avez des questions, je profite aussi pour redire, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Isabelle en live. Je pense que tu es tellement riche dans tout ce que tu dis qu'il y a peu de questions et c'est plus des écoutes. En tout cas, tu as des beaux messages, hein, tu verras au fur et à mesure. Les gens qui disent c'est super, super sujet, merci beaucoup, etc. Alors, diapo suivante. Hop, accompagner. Donc, c'est là où je pense qu'il va y avoir un parallèle avec l'expérience client que tu as dit tout à l'heure. Donc, n'hésite pas à refaire le lien avec l'expérience. Yes. L'accompagnement, on l'a vu finalement en premier lieu, il commence dès le premier contact. On néglige pas le premier contact, même si il vient par mail, on essaye d'aller plus loin, on essaye de prendre le téléphone ou vraiment d'être attentif à ce qu'on va répondre par mail. L'accompagnement, il est dans le choix des images. Là encore, je ne vais pas être trop partisane des galeries en ligne, sauf si elles viennent après une projection privée pour faire une vente additionnelle. Mais pour moi, ça fait partie intégrante de notre travail d'aider les clients à choisir leur image parce qu'ils n'ont pas le recul en fait sur leur image. Ils les voient au travers de tout un tas de spectres issus de leur complexe qui va travestir la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Il y a aussi le souvenir d'une certaine gêne, d'un malaise qu'on a pu ressentir parce que pendant la séance, le client n'était pas à l'aise dans la pose sur laquelle vous l'avez guidé. Mais toi, ce malaise avec ton super pouvoir, ça t'a permis de faire une vanne qui a engendré un super éclat de rire et ça fait une super photo. Donc, lui, il va peut-être se rappeler qu'il était crispé à ce moment-là, alors que quelqu'un d'extérieur à la scène va pas voir du tout, va pas percevoir du tout ça et au contraire va voir tout le contraire. Donc, ça va faire donner une image hyper naturelle. Et en tant que photographe, on a cette vision extérieure, ce recul qui fait qu'on sait que par exemple, telle photo à côté de telle image, elle raconte un truc fort, quelque chose qui a du sens. Certaines images mises en page avec d'autres, elles multiplient leur force entre elles. Et si vous mettez toutes les images au même niveau, noyées en miniature les unes à côté des autres sur une galerie en ligne, avec un gros logo par-dessus, pour les protéger, un client il ne peut pas se rendre compte de la force et de l'impact en fait de son portrait. Vous n'offrez pas la même expérience au travers d'une galerie en ligne par rapport à un diaporama musical, travaillé, projeté sur grand écran, Avec du lors d'un conseil moment derrière. choisi. Voilà, avec un moment choisi, c'est-à-dire que les clients, enfin, quand les clients reviennent voir pour découvrir leurs images lors d'une projection privée, ils sont là pour ça. C'est un moment qu'ils ont réservé pour ça. Alors que devant l'ordinateur, tout seul chez eux, ils vont venir, ils vont regarder, ils ont brossé ça rapidement. Le pire, sur leur téléphone, quand ils regardent ça sur leur téléphone, enfin, forcément, L'impact, c'est pas le n'est pas même. le même. Et le recul n'est pas le même. Et je suis sûre qu'ils ne feraient pas du tout le même choix si je ne les accompagnais pas en projection. On le voit souvent, hein, notamment pour les femmes qui font la démarche de venir faire une séance photo seule. Alors, elles viennent seules pour la séance photo et pour la découverte de leur image, souvent, elles viennent accompagnées.
Et là où spontanément elles vont être dures parce que elles font une fixette sur leur complexe, la personne qui les accompagne, elle va s'extasier sur un portrait, enfin sur une photo qu'elles n'auraient pas forcément choisie. Et dans la plupart des cas, ça va les faire changer d'avis. Parce que le témoignage de cette personne proche Mhm. et l'avis du photographe, parce que l'avis du photographe compte, c'est vous qui créez l'image, et ben ça va les sortir soit du malaise qu'elles ont pu ressentir à ce moment-là, soit du complexe qui finalement sont vus que par elles. Est-ce que du coup, tu conseilles, quand tu fais des séances glamour, comme tu les appelles, de venir à plusieurs, en tout cas avec un proche, conjoint ou meilleur ami pour la séance visionnage, pour les séances solo? Je leur demande, et selon le degré, on va dire, que je perçois de manque de recul qu'elles ont sur leur image, ouais, Mhm. je le conseille. Ah, parce que c'est clair que avoir un avis extérieur, enfin, moi je le vois en visionnage aussi, souvent en séance aquatique c'est pas pareil, mais quand j'ai le père et la mère, enfin les futurs parents, ils n'ont pas les mêmes avis sur les photos, quoi. Et c'est Mm. intéressant, du coup ça multiplie aussi le panier, parce que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils vont prendre les deux. Mais Combien de fois, voilà, on repêche des images parce que spontanément on allait un peu vite, on a dit bah non, pas celle-ci, et puis finalement il y en a un qui dit ah non, ah ben il va bon, mais moi je la veux, je l'adore. c'est ça. Voilà. Et puis, moi, enfin, on a tous des images un peu coup de cœur. On va présenter un ensemble d'images, mais il y a des images qui, pour nous, sont super fortes. Et, et sous le coup du stress, parce que des fois, c'est stressant. Hein, moi, j'ai des clients qui viennent en me disant, ouais, je suis encore plus stressée qu'à la séance photo. Le fait de découvrir mes images, C'est clair. grand comme ça, c'est impressionnant. Et ben, ça va... l'accompagnement, le recul du photographe va les aider à avoir, enfin, à y réfléchir à deux fois avant de passer trop vite. Moi, je sais que si une cliente me dit, ben non, du coup, pas celle-là, ah, d'accord, et est-ce que je peux savoir pourquoi? Qu'est-ce qui Ouais, me ouais, plaît dans c'est cette clair. image-là? Et puis finalement, elle va me dire, bah oui, mais j'ai ma veste qui fait un pli là qui est pas beau. Et je vais lui dire, mais le pli, on s'en fiche. En fait, je vais pouvoir le retravailler. Par contre, votre expression, elle est incroyable. Et je trouve ça dommage que vous sépariez l'image parce que on a fait une fixette sur le pli ou C'est un. clair. Voilà. Non, mais l'échange en séance visionnage, il est ultra important parce qu'on va se rendre compte que les petits détails comme ça, là, c'est l'exemple parfait là, du pli Mm, sur le bras, ça mm. va peut-être enfin, leur faire ne pas prendre la photo, alors que c'est vraiment pas grand-chose et ils vont pas se concentrer. Ou alors ils vont imaginer, enfin, je sais pas, ouais, c'est quand ils sont plusieurs comme ça, c'est chouette parce qu'ils peuvent se donner les avis, mais ils vont Ouais. s'arrêter sur des choses qui pour nous, on peut retravailler ou sont moins importantes que leurs expressions, quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Et enfin, cet échange-là, enfin, cette ouverture-là, elle n'est pas possible en fait au travers d'une galerie en ligne. Il y a Anthony qui dit c'est qui tout double le fait que le client soit accompagné. Je suis tombée plusieurs fois sur un accompagnant qui fait enlever plein d'images alors que le client en aurait pris plusieurs. Genre l'accompagnant qui aurait dit ah non mais là par exemple je t'apprécie pas, là tu as été beaucoup plus belle là. C'était déjà arrivé Ça ça? peut arriver, hein. Ça peut arriver. La plupart du temps, les gens choisissent des gens pour les accompagner qui vont être bienveillants. Les gens qui vont faire enlever des images, ça va plutôt être des gens qui vont regarder le tarif et qui vont se dire, voilà, enfin, qui vont décider peut-être dans leur tête de ne pas Ils vont se dépasser tant de projeter. budget et qui vont dire, bah oui, mais non, faut enlever pour atteindre le budget. Pas parce que Ouais. finalement, ils les trouvent vraiment moins bien, mais parce que psychologiquement, pour eux, ils sont pas prêts à dépenser de l'argent pour des photos. C'est clair. Mais du coup, pour en revenir sur le syndrome de l'imposteur et l'accompagnement, encore une fois, un bon accompagnement, en fait, ça va faire vivre une expérience client qui était ton point numéro 2 ou 3 du diapo. Et Mm. c'est ce qui va faire, en gros, que le client va être satisfait. Il y aura forcément un retour et tout Oui. le syndrome de l'imposteur qu'on avait à la base de je ne suis pas suffisamment expérimenté, je ne suis pas sûr du résultat, etc., va s'envoler parce que ce n'est pas que le résultat final, mais c'est plein de petits ingrédients qui va C'est faire qu'en ça. gros, le client il est satisfait et donc on peut être fier de nous par la satisfaction du client, par le résultat de l'image, parce que la séance s'est bien passée, etc., etc.
Le syndrome de l'imposteur, souvent, il repose sur le fait qu'on sent qu'on manque de technique ou des choses comme ça. Là, tout ce que je mets en lumière, c'est des choses qui sont indépendantes du niveau photographique que chacun peut avoir. Mm. C'est le côté humain qu'on va faire primer parce qu'on photographie des gens. Et, et dans le métier de photographe, quand on photographie des familles ou des gens seuls ou des portraits pro, c'est 50% du job en fait. C'est Clair. 50% du travail parce que faut aller les chercher. En fait, c'est les sourires ou justement les messages que le pro il veut communiquer. S'il veut communiquer sur un truc dynamique, souriant, etc., il faut aller le chercher parce que si vous vous contentez d'avoir une super belle lumière, de le placer au milieu de votre studio et d'être là avec votre appareil photo en main et d'appuyer sur le bouton, il manque vous le avez beau message, ouais. avoir une super belle lumière. Si vous n'allez pas chercher ce qu'il faut, ça ne marche pas. Ouais, il manque le message. Il y a tout qui est bien, il y a la technique qui est parfaite, mais il manque le message que le client voulait retranscrire, quoi. Voilà, le métier de photographe, il commence donc avant la séance, comme on a vu tout à l'heure. Il continue donc pendant le processus de création des images, mais aussi après. Sinon, finalement, on en revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qui nous différencie de tonton Michel, qui a un bon appareil photo, peut-être même un bon œil, mais qui se contente d'appuyer sur le bouton et de balancer toutes les images à notre client. Nous, on raconte des histoires. On raconte pas une histoire qu'en mariage, les gars. Une famille, en portrait solo, on raconte un morceau de vie des personnes qui nous ont fait assez confiance pour nous confier leur image. Et je trouve ça hyper important. On raconte la pluralité d'une personne. Ça me fait penser à une séance photo que j'ai fait récemment avec une jeune femme, vidéaste. D'ailleurs, si elle nous regarde, elle se reconnaîtra, elle s'appelle Brune. Et cette séance photo, ça a été un florilège d'émotions. C'était les montagnes russes. On est passé du rire aux larmes, du larme au rire, plusieurs fois, de manière très intense. Ça me met de la chair de poule rien d'y repenser. Et c'est super parce que je crois que c'est hyper important de faire du sur-mesure et d'accueillir nos clients dans leur vraie complexité. Je crois qu'il n'y a rien de pire que quand en séance photo, quelqu'un dit à l'autre « souris ». Ouais. On sait tous que ça ne marche pas, au contraire. Ça va gêner encore plus. Ouais. Voilà. Ou alors quand on dit « ah non, pleure pas ». Pourquoi? C'est beau une larme, ça dit quelque chose en tout cas. Donc pourquoi feindre en fait des fausses émotions alors qu'on peut en créer des réelles si on s'ouvre à l'autre et si on va chercher ce qui fait vibrer nos clients. Et pour ça, il faut connaître son client et l'amener à se connecter à ses émotions. C'est pour ça qu'il faut poser des questions, être en écoute active, être attentive sur ce qu'il va dire, mais aussi ce qu'il ne va pas dire, ce qu'il va sous-entendre. Voilà. Non, c'est clair. Bon, c'est quand même ta force de t'entendre parler de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui ont du mal justement à cette connexion et à être dans la sincérité, d'être vraiment dans le vrai, d'aller puiser dans les clients. Enfin, moi, je sais que perso, je suis bien contente d'être sous l'eau parce que j'ai complètement une autre approche et que je ne suis pas forcément, alors en corpo beaucoup plus, mais avec le particulier, il faut y arriver en séance, aller dans l'intimité, dans l'émotion et trouver justement cette façon de rendre les gens à l'aise en leur faisant oublier qu'ils sont en train d'être photographiés, en leur racontant une histoire, en parlant de ce qu'ils aiment, en fait parler autre chose que de la photo, quoi. Et ça, on n'est pas tous à l'aise et je ne sais pas si tu as fait des formations pour ça ou si au fur et à mesure des années, du coup, tu y arrives. Mais c'est vrai que je pense que c'est une grande difficulté pour beaucoup de photographes et pourtant, ça ne devrait pas puisqu'on est photographe et on devrait tous y arriver. Mais c'est ça, c'est d'aller faire une séance qu'elle soit fluide et arriver à capturer des images qui n'ont pas été demandées finalement. Donc, le client ne s'y attend pas. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui ont ce côté pudique, qui en fait qui reprojettent sur leurs clients en disant oui mais non mais moi je veux pas qu'ils me trouvent trop curieux ou je veux pas être trop intrusif. Mais en fait je pense qu'à partir du moment où on a décidé d'être photographe, donc c'est-à-dire d'être derrière l'appareil photo, c'est qu'on veut mettre en lumière l'autre. Et comment est-ce qu'on met vraiment l'autre en lumière si on ne le connaît pas?
Alors, mais ça peut être un parti pris de se dire, OK, moi, je photographie de telle manière et je fais pareil pour tout le monde. C'est une autre manière de voir les choses. Moi, je pense que il y a des familles, parce que je fais beaucoup de familles, qui sont très différentes les unes des autres. Il y a des familles où on accueille les émotions, où c'est très fusionnel, où on a beaucoup de câlins, des choses très fortes qui vont passer. Et il y a des familles qui sont pudiques, où les enfants vont voir les parents. Je me souviens d'une séance photo là où une dame est venue avec sa maman. Donc la dame avait une soixantaine d'années et la maman 80 ans. Elles étaient que toutes les deux. Et dans le côté pudique, voilà, on était bien. Et j'ai été très touchée par un témoignage que j'ai eu de cette dame-là qui me remerciait en fait d'avoir créé de la proximité avec sa maman, chose qu'elle n'avait jamais eue. Mais voilà. Peut-être toi, par tes allez-y, positionnements que tu leur as peut-être suggéré à un moment donné, il y a eu des liens qu'elle n'osait pas faire peut-être sans toi. Ouais. Mais forcément, on ne va pas gérer la famille ultra fusionnelle qui se dit je t'aime tous les jours avec l'enfant qui vous voit le parent. On ne le gère pas de la même manière. Et si on ne pose pas de questions, finalement, comment on sait comment les gérer? Oui, et puis il faut poser les questions, puis être dans l'observation aussi le jour J, parce qu'il y a des choses qu'ils ne vont peut-être pas mettre sur papier, aussi par pudeur. Oui. Donc, c'est vrai que au moment même de la séance, tu vas pouvoir te rendre compte du vouvoiement, de la gêne, des familles sans contact. Il y a des familles qui ont zéro contact. Et c'est ces familles-là, je pense que si elles arrivent à avoir des images où elles se font déjà rien qu'une main posée, un câlin ou quelque chose, ça va être des images qui ont une valeur extrême. Donc, c'est clair. Il y a des choses, comme tu dis, qu'on va découvrir sur papier, puis d'autres qu'on va découvrir en direct live. Mais je pense qu'on ne peut pas se contenter d'être... faut avoir une bonne capacité aussi à rebondir. Si on se contente de découvrir sur place comment ils sont, en 2 minutes, comment la famille est. Et je pense que vraiment, le travail en amont, peu importe comment vous le faites, il est hyper important. Ah, c'est clair. Il y a Alexa qui dit, en effet, les mettre à l'aise, c'est 80% du travail qui est fait. Non, mais c'est clair, si on arrive à enlever ce côté appareil photo, on est en séance, je trouve que c'est plus difficile à faire en studio qu'en extérieur. En extérieur, on est en balade, on est dans un contexte déjà où on oublie un petit peu plus, pour les clients, le côté photographe. En studio, on est vraiment entre 4 murs. Mais c'est clair que si on arrive à bien connaître son client, à le rendre à l'aise, le travail, il est déjà plus que fait. Quoi. Moi, je fais pas de séance extérieure, mais je trouve pas ça spécialement difficile. En fait, même le fait d'être en studio, de les faire voyager ailleurs, parce que c'est comme une conversation avec n'importe qui. Enfin, on peut partir loin dans un tête-à-tête, peu importe où on est. À partir du moment où vous savez qu'ils ont un projet de famille, de voyage, ou alors qui sont en train d'acheter leur maison. Enfin, on va avoir des éléments en fait de conversation qui vont faire qu'on va sortir, que pendant que vous faites votre réglage technique de lumière, vous dites merde, putain, la lumière elle est pas bonne, ok, je parle de quoi? Et en même temps que vous leur parlez, vous les mettez à l'aise et ils se rendent pas compte que vous êtes en train de chercher votre lumière. C'est facile à partir du moment où on a posé les questions qui vont nous servir de matière pour rebondir pendant la séance. J'ai une question qui arrive de Sylvain. Bonjour les filles, est-ce que tu fais un premier visionnage avec les clients le jour de la séance? Ou est-ce que tu le fais à la suite avec prise de rendez-vous, etc. Alors, moi, je sépare le moment de la création des images avec le moment du visionnage. Donc, nous, au studio, les séances de visionnage, elles se font environ une semaine, 8 jours après la séance photo. C'est vraiment 2 temps forts. J'ai envie que le moment de la séance photo, que j'essaye vraiment soit le meilleur possible, reste vraiment ancré dans leur tête. Et je les laisse digérer ça et continuer leur journée, leur week-end, voilà, tout content de cette activité-là qu'ils ont fait en famille ou seul. Et on voit que c'est un deuxième temps fort parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens viennent un petit peu stressés en se disant « c'est vrai qu'on a passé un bon moment, mais bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner ».
Et le fait que ça se passe en différé comme ça les laisse aussi le temps d'être de nouveau émerveillés, j'ai envie de dire, sur moi dans le studio, dans la salle de projection. Donc, j'ai ma petite boîte de mouchoirs qu'on sort régulièrement parce que en fin de séance, sans dire que c'est systématique, j'ai souvent soit la petite larmichette, soit les applauses. Et c'est quand même cool parce qu'on a eu le temps, j'ai eu le temps de travailler les images, de les sélectionner avec soin parce que je ne l'ai pas fait dans la foulée. J'ai eu le temps de les sélectionner, de les monter les unes avec les autres, de faire un beau diaporama, de choisir une musique qui me semble correspondre à leur personnalité, à leur à la famille. personnalité, et aussi parce que je les ai eus en séance et que pendant la séance, avant la séance, je leur ai demandé quelle musique ils écoutaient à la maison, que pendant la séance, je leur ai mis les musiques qu'ils aimaient écouter, et que forcément, pour le diaporama, je vais mettre un truc dans le même style, parce que ça correspondra forcément, ça leur correspondra forcément. Donc, je pense que si on laisse passer un peu de temps, on a plus le temps de vraiment... Je suis d'accord. Moi, j'aime bien aussi séparer. Je trouve que ça leur fait revivre. Même quand j'ai fini la retouche plus tôt, je laisse mes télés habituelles pour laisser digérer et qui susciter un peu l'excitation de la découverte. Oui. Parce que le tout de suite, c'est, je trouve, et on en est dans notre génération, enfin aujourd'hui, dans le monde où on vit, on a tout de suite, ça réduit aussi le côté fantasme, le côté l'envie, quoi, le plaisir de découvrir. Ouais. C'est super. Alexa, elle demande aussi, par rapport à tes techniques de prise de vue, elle ne demande pas, elle dit. Perso, quand elle a des familles, elle photographie d'abord les enfants, parce que souvent, par l'attitude des enfants, qui eux ne sont pas soucieux de leur image, etc., ils vont se détendre. Et du coup, les parents derrière, quand les parents voient leurs enfants prendre du plaisir, c'est gagné. En gros, presque de faire l'innocence des enfants qui se font photographier en train de jouer, ça va aussi détendre l'atmosphère des parents. Et du coup, ça crée une séance qui va se dérouler bien, quoi. Est-ce que tu fais comme ça aussi ou... Alors, je systématise pas ça, mais c'est vrai que c'est intéressant des fois quand les petits bouts ils sont déjà prêts, quand j'arrive à me connecter à eux et qu'ils sont pas cramponnés à papa ou à maman, ça peut être sympa de dire parce que on connaît leur prénom et que voilà on a réussi à savoir comment les amener à nous, de dire allez viens Gabin viens, on va commencer à faire des photos tous les deux, voilà. Et c'est vrai que les parents du coup après une fois qu'ils voient leur petit prendre la pause, être rigolo, ça détend tout de suite en se disant ah ouais lui il y va, il prend plaisir à ça, donc ça, c'est une bonne approche, je trouve. C'est clair. Après voilà, ça c'est toujours pareil, ça va dépendre des familles. Si tu as l'enfant le plus timide qui lui a besoin de se référer à ses parents, il va falloir faire l'inverse, peut-être photographier le couple d'abord, ou la personnalité la plus détendue par des portraits solo peut-être. En fait, je pense que tu t'adaptes à chaque Exactement. Si on sait que le petit est très fusionnel avec sa maman, on va peut-être commencer avant de faire s'ils sont 4 par exemple, on va peut-être faire un petit duo avant. On va faire l'enfant avec maman pour que justement ils se détendent et qu'ils lâchent un petit peu et qu'ils voient que c'est rigolo. Ah, c'est cool. C'est cool. Écoute, je mets le dernier diapo parce qu'on a encore des choses à dire. Et puis après, on verra s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je remonterai un petit peu le fil. La bienveillance et l'empathie. Bienveillance et empathie. Alors, je sais que ça peut paraître une notion ou des mots un peu galvaudés, mais finalement, c'est trop facile de pester sur les clients parce qu'ils n'ont pas écouté. Genre, ils ont amené des vêtements à fleurs ou à rayures ou des trucs à motifs alors que vous avez demandé des vêtements unis. Ou parce qu'ils n'ont pas donné de la valeur à votre travail et qu'ils ont essayé de vraiment négocier les prix. C'est pour ça que je dis vulgairement, on est tous le compte de quelqu'un. Il faut essayer de voir les choses avec bienveillance et de vous dire que ce qui est évident pour vous l'est pas pour eux. On est tous plus ou moins attentifs sur les sujets qu'on ne maîtrise pas. Et on est tous à vouloir tirer les prix sur ce pourquoi on n'est pas prêt à dépenser plus que la somme qu'on s'est mis en tête finalement. Et je pense que la bienveillance, elle doit accompagner votre client donc jusqu'au bout. Elle a commencé l'expérience client par le premier contact, on s'est intéressé à eux, on leur a fait passer un super moment pendant la séance, on les a accompagnés dans le choix de leur image. Et le moment de la livraison, il est tout aussi important que les autres. Et je pense qu'il est primordial d'accorder en fait la même importance à un client qui vous aura fait gagner 15 € pour une identité que celui qui vous aurait rapporté 3 000 €. Parce qu'il n'y a rien de pire
que quand vous êtes client, de sentir que le professionnel en face de vous, il ne vous accorde pas beaucoup d'intérêt parce qu'à ses yeux, vous n'avez pas dépensé assez. Vous savez, cette impression de n'être qu'un petit budget. Donc, il ne faut pas trop la ramener, quoi. Ouais, Chaque livraison, pour moi, c'est l'occasion de rappeler à mes clients qu'ils ont fait 50% du travail. J'ai 50% du travail parce que les images, elles n'existeraient pas sans eux. Et elles n'existeraient pas sans moi non plus. Et ces images-là les ont assez enthousiasmés pour qu'ils les achètent, pour qu'ils vous payent pour les avoir. Donc, même si en soi, on n'est pas toujours très satisfait de ce qu'on fait, on se doit en fait de s'enthousiasmer d'avoir apporté ce que le client était venu chercher, parce qu'il a payé pour ça. Donc, ça mérite votre enthousiasme et ça doit nourrir votre confiance en vous et alimenter votre super pouvoir. Donc là, quand tu parlais de soyez patient, on est tous le compte de quelqu'un, ça serait plutôt pour accompagner des clients qui seraient sur de la négociation ou qui ne comprendraient pas tes tarifs, tes formules, par exemple? Oui, par exemple, donc ça sur le côté tarifaire, on peut mal le vivre parfois de se dire, ouais, les gens voilà, essayent de négocier le tarif. On me dit, ouais, ce qu'on a, ils voulaient payer que machin. Enfin, ça sert à rien de pester sur quelqu'un qui n'a pas forcément compris enfin, qui n'accorde pas la même valeur que vous à votre travail. On n'a pas toujours cette notion-là en fait de tout ce qu'il y a derrière. Donc je vous dis pas surtout pas de faire le listing, de dire ah bah oui mais moi j'ai utilisé 10 000 euros de matériel pour faire votre image. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il faut pas se sentir agressé et être patient. Et tout simplement leur expliquer s'ils sont dans une idée de négociation que vous ne pouvez pas leur offrir un meilleur prix que ce que vous leur avez proposé pour la qualité de ce que vous avez proposé. Mais je pense que tu as, vu l'accompagnement que tu as, ça, ce type de questionnement, il aura lieu dès le début, finalement. Et du coup, tu seras peut-être prête à leur proposer parce que toi, tu es en frais de séance plus achat après la séance visionnage. Donc voilà, ils peuvent aussi, des fois, il y a des gens qui seraient, pour l'expérience, venir à une séance et acheter peut-être que 2-3 photos derrière. Et pour autant, les considérer quand même, parce qu'ils ont refait un effort financier, parce que c'est un investissement d'aller chez le photographe. Et ils vont être aussi importants que quelqu'un qui aurait fait un grand panier. Mais c'est vrai que du coup, pour revenir à ton slide, ce côté soyez patient, la bienveillance, un client, parce que c'est vrai, hein, ils n'ont pas tous l'habitude d'aller chez le photographe, ils ne se rendent pas forcément tous compte du coût. Donc, si c'est des clients qui ont l'habitude, bon, ils vont se dire, bon, une séance photo, c'est en moyenne 500-600 euros. Donc, ils vont peut-être être prêts à les mettre parce qu'ils y vont tous les ans, tous les 2 ans. Si c'est un nouveau client, il ne sait pas. Alors que peut-être, quand vous allez lui expliquer votre fonctionnement, pourquoi, sans rentrer dans les détails, comme tu disais, ce que sont les pairs, et pourquoi la valeur d'une image, il va peut-être passer le cap de se dire, bah, finalement, je vais attendre de me le faire offrir, je vais le mettre sur une liste pour Noël ou pour la liste de mon mariage, ou peu importe, séance grossesse, etc. Il va venir se la faire, il va se la faire offrir et il va venir en studio, il va vivre la même expérience que quelqu'un d'autre. Donc voilà, la bienveillance peut transformer un client que sans bienveillance, on aurait peut-être abandonné. C'est ça que tu voulais dire peut-être? Oui. C'est ce que je veux dire, c'est que si on prend de manière un petit peu agressive et qu'on n'est pas patient et qu'on se dit bah non, de toute façon, il y a souvent des gens qui vont dire bah oui, mais est-ce que je peux pas avoir toutes les autres photos juste en format numérique? En fait, non, parce que du coup, elles ont été travaillées. Si vous le dites avec le sourire, en fait, vous expliquez justement que vous ne viviez pas de la vente de papier, mais que le travail, en fait, qu'il soit en fichier numérique ou qu'il est sur papier, en fait, il a déjà été réalisé. Les heures passées sont les mêmes, etc. Donc, on ne peut pas offrir un prix moindre que ce qu'on a en premier prix. C'est plus facilement compris que si le client ressent qu'en fait vous êtes agacé et que vous n'avez juste pas envie de lui lâcher ce qu'il a demandé. C'est clair. Eh ben, c'est franchement hyper complet tout ce que tu nous as dit. Hein. Est-ce que tu veux nous faire une petite conclusion rapide sur tout ça, sur le syndrome, ou alors je sais pas, peut-être pas une conclusion, mais ce que tu retiendrais le plus gros conseil sur le syndrome de l'imposteur?
Il y a avec une tout ça. dernière, ouais, il y a une dernière partie que je voulais, dont je voulais parler, c'est que quand vous n'êtes pas satisfait en fait de vos images, en fait, sans vous flageller, notez les points qui font que vous n'êtes pas totalement satisfait. Pourquoi vous enthousiasmez pas sur vos images? Notez-les, analysez-les et travaillez ces axes pour vous améliorer sans cesse, pour vous perfectionner, au lieu de vous lamenter, de dire que vous n'êtes pas assez bon et qu'un tel est meilleur parce que lui, il a eu un prix et pas vous. Voilà, soyez bienveillant aussi envers vous-même. Mm. Ouais, On c'est clair, c'est super considère, important. voilà, on considère trop de choses comme étant incompatibles. Par exemple, on a l'idée que un leader, ça doit être extraverti. Alors, pas forcément quand on pense à Bill Gates ou à Steve Jobs, ils n'ont pas vraiment le profil et pourtant. Donc, ce que je veux faire passer comme message, c'est transformez-vous, trouvez vos forces et faites de votre sentiment d'illégitimité un super pouvoir. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, franchement, c'était top, top, top. J'espère que ces mots ont été bien reçus par tout le monde. Et ça, je pense que ça vaut pour n'importe quelle faiblesse, entre guillemets. Savoir la transformer en force, c'est un vrai plus pour son business, un vrai plus pour soi dans la vie, que ce soit sur du développement personnel, entre guillemets, par rapport à soi-même ou bien dans ses projets professionnels. Super important. On a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous des syndromes comme ça qui arrivent, comme le syndrome de l'imposteur. Il faut savoir en faire une force plutôt que de se laisser anéantir et ne plus bouger. Après, c'est sûr qu'il y a une réalité. Hein. Tu l'as dit, tu as de l'expérience et qu'avec l'expérience, on gère sans doute beaucoup plus ces mots-là qui viennent nous freiner et on arrive à les enfermer, en tout cas pas les enfermer, mais les faire Mettre de passer, côté. mettre de côté et aller au-delà. Ouais. Mais c'est super important. Ouais. Mais écoute, c'était chouette. Il y a quand même pas mal de questions autres qui n'étaient pas hors sujet, mais qui venaient vraiment justement sur les séances visionnage, etc., sur plus une partie business. Si tu as le temps que tu veux retourner voir, je Avec m'excuse. plaisir. Je m'excuse également pour tous les marabouts qui viennent. Je n'ai pas réussi à tous les supprimer en essayant d'écouter, de suivre ta conversation, Isabelle. Sinon, j'aurais pu être complètement à côté de la plaque. Donc, il y en a beaucoup que je n'ai pas pu effacer. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en live. Mais en tout cas, profitons de ce confinement, entre guillemets. Enfin, c'est parce qu'il y a pas mal de photographes dans Marjorie qui disaient ah mais non, ça nous rappelle qu'on ne peut plus shooter. C'est horrible d'écouter ce live, on a envie d'y retourner en studio, etc. Donc justement, profitons du fait qu'on ne soit pas dans notre rythme de multi-séances pour refaire un point sur toute notre partie business, comment on accompagne nos clients. Est-ce que ce n'est pas le moment d'améliorer notre questionnaire qu'on envoie aux clients? Est-ce que ce n'est pas le moment d'améliorer le guide de séance qu'on envoie aux clients avant? Moi, je suis trop fière parce que je l'ai fait. Je suis passée sur Photo Studio là, en début, il y a 3 semaines, et donc j'ai remis à jour toute mon organisation en amont. Donc c'est clair que c'est plutôt que pareil, de se laisser abattre par ce qui nous arrive en ce moment, transformez-le en force. Et c'est pour ça que ce Zoom avec toi, Isabelle, était top, parce que je trouve que voilà, il vient nous re-questionner sur notre fonctionnement, notre approche avec nos clients, comment on les gère chacun et comment on fait la différence avec, comment tu disais, tonton Guy, c'est ça? Oui, tonton Michel. Tonton Michel, voilà. Donc ne soyez pas votre tonton Michel, apportez plus que de la photo. Tu l'as dit, l'expérience client, l'accompagnement, c'est ce qui fera toute la différence auprès des photographes et de tous, parce que nos clients, finalement, ils viennent nous voir pour qui on est. Et donc, l'accompagnement que j'ai moi-même, il sera différent que celui qu'a Isabelle, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait qu'un client, quand on va l'avoir au téléphone, il va peut-être signer avec moi ou signer avec Isabelle ou avec vous qui nous écoutez. Donc, c'est important là, de profiter de ce temps pour tout remettre à jour et améliorer tous nos process. Voilà. Est-ce que tu as d'autres petits mots à rajouter? Le dernier mot, c'est vraiment de se dire que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point l'expérience que vous allez faire vivre à vos clients, le client va le projeter en fait sur l'image. C'est-à-dire que peu importe votre niveau de technique, peu importe le niveau technique, si vous lui faites passer un bon moment, ça reste, c'est lui, c'est ses enfants, etc. Il va projeter ce souvenir-là sur vos images. Et donc, ça, c'est votre pouvoir. Enfin, c'est accessible à tout le monde, peu importe votre niveau. Donc, prenez conscience de ça, profitez de ce temps-là pour prendre conscience de ça. Et puis, concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez et ce que vous pouvez apporter là tout de suite, enfin, demain, dès qu'on pourra photographier de nouveau nos clients.
ce que vous pouvez leur apporter indépendamment du savoir technique que vous allez apprendre au fur et à mesure des années. Ben, c'est top, on va se laisser sur ça. Merci vraiment beaucoup pour ce Zoom. De notre côté, on se retrouvera dans 15 jours avec un nouveau sujet. Et puis, dans 15 jours, la bonne nouvelle, c'est que les enfants nous seront normalement de retour à l'école. Nous, on devra encore patienter quelques jours pour ceux qui ont des studios, etc. En attendant, prenez bien soin de vous. Et puis voilà, si encore une fois, si vous avez des intervenants que vous aimeriez entendre sur les Zoom Talks, n'hésitez pas à nous faire des MP, à nous soumettre des noms ou en commentaire. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt. Merci encore Isabelle. Merci. Merci à tous Ciao. d'avoir été si présents. Je te le dis, je crois qu'on était à un moment donné 250. Ouais, c'est bien, tu as bien fait de ne pas me le dire. Allez, à bientôt, je coupe. Salut.